Bonjour à tous, donc on va poursuivre le cours le chapitre 10. Donc on avait déjà débuté le paragraphe grand 3 qui s'intitule les lois de Kepler, hein. Donc effectivement, on va étudier les trois lois de Kepler. On a déjà vu lors du premier paragraphe un repère qui est essentiel et qui va nous permettre d'étudier le mouvement des planètes autour d'un astre. Ce repère très très particulier et qui est essentiel et qui va simplifier les calculs, c'est le repère de Freinet. Donc après avoir défini le repère de Freinet, on va s'attacher à un premier exemple. Donc on va étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors malgré que ce soit un exemple, la méthode qu'on va présenter dans cette capsule ou dans les capsules qui vont suivre en fait peuvent être calquées sur le mouvement de tout astre autour d'un autre astre. Il suffira juste d'adapter les données et la méthode restera la même. Alors, je reprends l'idée, hein. Nous, on va étudier le mouvement de la Terre qui est soumis donc à la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Donc, on va étudier le mouvement de la Terre sur son orbite qu'on va assimiler comme circulaire. Alors, paragraphe grand 3 petit 2, étude du mouvement d'un astre sous l'influence d'une force gravitationnelle. Alors, on va tout d'abord tenter en utilisant le repère de Freinet, d'exprimer l'accélération normale et tangentielle de la Terre dans une telle situation. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une remarque assez générale. En général, le mouvement d'un objet autour, enfin le mouvement d'un astre autour d'un autre astre, de manière générale, la trajectoire est elliptique. Donc, ce qu'on appelle une ellipse, c'est une forme de cercle un petit peu aplati. Donc, est toujours une ellipse. Donc, l'ellipse est une courbe mathématique hein, qui est un cercle aplati. On en reparlera dans le paragraphe suivant. Par contre, très souvent, et en tous les cas en classe de terminale, très très souvent dans les exercices, cette ellipse s'apparentera à un cercle. Donc, dans beaucoup de cas, finalement, cette ellipse ressemble beaucoup à un cercle. Donc, cette ellipse est un cercle dans beaucoup de cas de figure, ou en tous les cas, s'en approche très fortement. Bon, l'exemple type, hein. En réalité, il faut savoir que le mouvement de la Terre autour du Soleil, rigoureusement, la trajectoire de la Terre autour du Soleil, la courbe mathématique qui décrit la trajectoire est une ellipse. Mais effectivement, de manière approchée, on peut assimiler cette trajectoire elliptique à un cercle. Et dans les calculs que nous effectuons en classe de terminale, ça n'a pas trop d'incidence. Donc, effectivement, on va étudier le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Donc, on va étudier le mouvement de la Terre dans le référentiel appelé référentiel héliocentrique. Donc, tout d'abord, il faut bien définir le système qu'on étudie, sachant que dans la situation, effectivement, il y a deux objets. Donc, il est essentiel de bien préciser quel est l'objet qu'on étudie. Là, dans la situation, on veut étudier le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Donc, le système étudié est la Terre de masse mt. Alors, il est très important de donner un symbole à la masse de la Terre parce que nous verrons que le Soleil possède une masse et on utilisera une autre lettre. Ça va avoir une incidence essentielle dans les calculs. Alors, le référentiel d'étude, hein, le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Donc, le référentiel d'étude approprié, c'est le référentiel héliocentrique. Donc, le référentiel héliocentrique, qui, dans notre étude, hein, est supposé galiléen afin de pouvoir utiliser les lois de Newton. Après avoir défini le système, après avoir défini le référentiel d'étude, bien évidemment, il faut faire le bilan des forces extérieures appliquées à notre système. Donc, appliquées à notre système, donc on s'intéresse uniquement aux forces subies par la Terre. Donc, si on isole la Terre mentalement, la force subie par la Terre se résume à la force d'attraction gravitationnelle notée grand F, donc la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Donc voici le vecteur force. Donc la force gravitationnelle F
du Soleil sur la Terre. Donc exercée par le Soleil sur la Terre. Étant donné que la masse de la Terre est constante durant son mouvement, il est possible d'utiliser la deuxième loi de Newton sous sa forme simplifiée, et donc on peut écrire que la somme des forces extérieures appliquées à notre système, donc la Terre, est égale à la masse. Alors c'est là qu'il faut vraiment être rigoureux dans les notations. Donc, quelle est la masse en question qui intervient dans la deuxième loi de Newton? C'est la masse du système. Donc la masse à faire apparaître dans la deuxième loi de Newton, c'est la masse du système, donc c'est la masse de la Terre. Donc qui est égale à la masse de la Terre multipliée par le vecteur accélération, bien évidemment le vecteur accélération de notre système, donc de la Terre. Donc poursuivons notre étude. Alors, la somme des forces extérieures est égale à la masse de la Terre fois le vecteur accélération. Et donc, étant donné que la somme des forces extérieures appliquées à la Terre se résume uniquement à la force exercée, la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre, on peut écrire cette expression. Donc, il s'agit désormais uniquement d'essayer de se rappeler du programme de première S afin de donner une expression de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le Soleil. Donc, rappel de première, je l'écris ici. Donc, en classe, de manière simplifiée, hein, la force gravitationnelle qui avait été vue en classe de première S entre deux objets de masse MA et MB, ça se résumait à ce type d'expression sur la distance au carré, la distance qui sépare le centre de gravité des deux objets. G, la constante universelle de la gravitation. Donc, appliquons cette formule générale vue en classe de première S à notre cas de figure. Donc, dans notre cas de figure, les deux masses qui interviennent, il y a la masse de la Terre et la masse du Soleil. Il faut faire aussi apparaître la distance qui sépare le centre de gravité des deux objets qui sont acteurs dans cette force d'attraction gravitationnelle. La distance qui sépare finalement le centre de gravité des deux objets correspond donc au rayon de la trajectoire circulaire. Donc il y a une hypothèse forte. Hein. L'hypothèse forte, c'est que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est une trajectoire circulaire. Donc la distance se résume à la lettre grand R. Alors, on peut écrire de ce fait l'expression de la force d'attraction gravitationnelle. Alors l'expression vectorielle, c'est très très important. Dans la deuxième loi de Newton, on a une expression vectorielle. Donc on peut écrire l'expression suivante est égale à G fois la masse de la Terre. Donc attention à la symbolique utilisée. La masse du Soleil divisée par la distance au carré, donc R au carré. Alors à gauche du égal, on a une expression vectorielle, tandis qu'à droite du égal, pour le moment, on a une expression scalaire. Donc ce n'est pas homogène. Donc il va falloir indiquer ici, il va falloir faire apparaître une expression vectorielle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque finalement? Et c'est là que le repère de Freinet intervient, et c'est là qu'il est essentiel, qu'il simplifie grandement et qu'il rend un service énorme. Donc, le repère de Freinet, vu dans le paragraphe précédent, contient un vecteur unitaire, hein, donc c'est très important, hein, le vecteur unitaire, c'est-à-dire que cette valeur-là vaut 1. Donc, si on fait apparaître un vecteur unitaire, à côté d'une quantité, ça ne modifie pas sa valeur, étant donné que sa valeur vaut 1, c'est un vecteur unitaire. Donc, on a le vecteur unitaire normal, on a le vecteur unitaire tangentiel. Alors, on remarque effectivement la force, toujours dans ce cas de figure, la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre est un vecteur qui est alors collinéaire au vecteur normal du repère de Freinet, donc il est collinéaire, et en plus il est dans le même sens. Donc, étant donné qu'il est collinéaire, on peut ici indiquer, faire apparaître le vecteur unitaire n. Donc effectivement, on a bien l'idée suivante, hein, ça retranscrit bien l'idée suivante, la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune, ce vecteur force,
est un vecteur collinéaire au vecteur normal. Cette quantité-là étant finalement, il n'y a que des constantes qui interviennent, hein, donc l'ensemble constitue une constante. Alors la question, faut-il mettre un plus ou un moins? Ça, c'est toujours des questions qu'il faut se poser, toujours de bonnes questions à se poser. Donc on constate que le vecteur force d'attraction gravitationnelle et le vecteur normal sont deux vecteurs collinéaires et en plus dans le même sens. Donc, étant donné qu'ils sont dans le même sens, le signe, c'est le plus ici. Alors j'enlève le moins ici. D'accord? Donc, euh, vous avez donc ainsi l'expression de la force d'attraction gravitationnelle. Alors, je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait à peu près 10 minutes. Hein, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Donc, je fais une petite pause pour pouvoir reprendre tout à l'heure. Donc là, on vient d'exprimer de manière générale, enfin, on vient d'exprimer la deuxième loi de Newton, qui est égale à la force d'attraction gravitationnelle, hein, expression vectorielle. On vient de définir finalement quelle est la force, enfin, l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle. Donc on va, dans la prochaine capsule vidéo, on va travailler, donc on va développer cette expression-là. On va exprimer l'accélération. On va faire apparaître, enfin on va exprimer l'accélération dans le repère de Freinet. Donc l'accélération qui est ici, qui apparaît dans la deuxième loi de Newton. Dans la prochaine capsule vidéo, ben, on va faire apparaître l'accélération exprimée dans le repère de Freinet. Et on va voir que finalement, on va pouvoir obtenir des informations très très intéressantes concernant le mouvement donc de la Terre autour du Soleil. Sachant que, je le répète, hein, les méthodes qui sont vues dans cette capsule vidéo et dans les suivantes peuvent être calquées sur le mouvement de tout astre autour d'un autre astre, à partir du moment où on peut faire l'hypothèse que la trajectoire est circulaire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et ben, je vous retrouve dans une autre capsule vidéo pour la suite.